édition dominicale consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. 2 buts partout et les scores finaux de la rencontre qui opposait ce dimanche au Stade des Martyrs de la Pentecôte, les Léopards de la République démocratique du Congo face aux Hirondelles du Burundi. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre du match retour des éliminatoires mondiales Russie 2018. Donner l'accès à l'énergie durable pour tous d'ici l'horizon 2030, voilà le message phare qui ressort de la 2e édition du Forum de développement, travaux qui ont permis la validation des lignes directrices de l'agenda d'action pays du prospectus d'investissement conduisant aux énergies renouvelables. Et puis environ 11% de l'ensemble de la population congolaise est affectée du diabète et 1,5 million de décès sont liés à cette pathologie dans le monde. Nous parlerons également de la pneumonie. Vous suivrez dans ce journal un dossier consacré à l'actualité sanitaire. Commençons par l'actualité de ce jour. Vous le savez, le Stade des Martyrs de la Pentecôte, plein comme un œuf, a servi de cadre ce dimanche. Après plusieurs mois de fermeture pour rénovation, le match qui opposait les Léopards de la République démocratique du Congo face aux Hirondelles du Burundi. Score final, 2 buts partout. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du match retour des éliminatoires mondiales Russie 2018. Les Fauves congolais obtiennent ainsi leur ticket de qualification. Ouvrons la page rétrospective. La Chambre basse du Parlement a rempli sa mission lundi au cours d'une plénière consacrée à l'entérinement de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La Chambre basse du Parlement a approuvé les noms de Corneille Nangaa et Norbert Basengezi, respectivement comme président et vice-président de la centrale électorale. Tous étaient présents ce lundi, le bureau de la Chambre basse du Parlement et les élus du peuple, à cette plénière que l'on peut considérer comme une des plénières à très forte audience. Et pour cause, l'une des matières inscrites à l'ordre du jour, l'entérinement des 2 membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Chose faite donc ce lundi, Corneille Nangaa, candidat des confessions religieuses au poste de président de la CENI, et Norbert Basengezi, candidat MP à la vice-présidence, ont été entérinés par la plénière. La maison, je la connais. C'est notre fondation à nous tous. Nous allons collaborer avec la population, le gouvernement, les partis politiques pour justement relever ces défis-là. Ils sont d'ordre logistique. Il y a les fichiers électoraux, il y a les cycles électoraux, il y a les défis financiers, il y a les défis sécuritaires. À travers cet acte, la Chambre basse du Parlement dit avoir rempli sa mission. Cet entérinement est conforme à la Constitution. Nous n'avons fait que respecter notre Constitution. Et de là, je félicite les honorables députés qui ont pu accomplir ce devoir. Pour ceux qui avaient encore des hésitations, qui craignaient que la continuité ne puisse pas être assurée, ils peuvent être rassurés également parce que ce soit le président Corneille Nangaa, que ce soit le vice-président Norbert Basengezi, sont tous chacun chevronnés de la matière. Mais la série d'entérinements n'est pas encore finie. La questeur de la CENI vient de déposer sa démission au président de la République, un nouveau poste vacant à la centrale électorale. Quant à Corneille Nangaa et Norbert Basengezi, ils doivent attendre leur nomination par le chef de l'État avant de se mettre au travail. Restons à l'Assemblée nationale pour dire que le président Bemina Kounjala Njoko a ouvert les travaux de la commission spéciale mise en place pour régler les différends dans les groupes parlementaires, conflits nés après les départs du G7 de la majorité présidentielle. La tâche semble être ardue pour cette commission spéciale créée par le bureau de l'Assemblée nationale après le départ du G7 de la majorité présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale a tenu ce mardi, en ouvrant les travaux de cette commission, signifié que le bureau de la Chambre basse du Parlement attend avec beaucoup d'intérêt les conclusions de ces rencontres. Pour qu'il y ait un fonctionnement harmonieux au niveau des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, la plénière nous a demandé de trouver des solutions idoines. Nous devons éclairer les statuts pour chaque cas. Est-ce qu'il reste responsable du groupe parlementaire
ou ils seront non inscrits, ou ils vont adhérer à un autre groupe parlementaire, ou encore, ils peuvent, 4, 5, 6, 10, ils peuvent se constituer un autre groupe parlementaire. Il faut tout de même signaler que cette crise avait poussé l'opposition à demander la reconfiguration du bureau de l'Assemblée nationale parce que selon elle, 80 députés avaient pris la direction de l'opposition après le départ du G7. Des allégations rejetées par la mouvance au pouvoir qui avait présenté plus de 320 députés restés fidèles à l'autorité morale de l'AMP. Autre sujet à la une cette semaine, c'est aussi la convocation imminente du dialogue national. Après les confessions religieuses, les présidents des deux chambres du Parlement et une délégation de la société civile le week-end, le chef de l'État, Joseph Kabila, a reçu lundi en audience les corps diplomatiques. C'était au Palais de la Nation. Je vous propose de suivre les résumés de cette rencontre. Ces images remontent à juin de cette année. Les forces vives de la nation et corps diplomatique étaient tour à tour reçus par le chef de l'État lors de consultations nationales. 5 mois après, le décor pour la convocation du dialogue est en train d'être planté. Samedi 7 novembre 2015, une délégation de confessions religieuses a échangé avec Joseph Kabila. Le chef de l'État aurait fait aux religieux la restitution de consultations de juin dernier. Le même samedi, les présidents de 2 chambres du Parlement ont eux aussi conféré avec le président de la République au Palais de la Nation. À en croire le président du Sénat, la primeur du message du chef de l'État est réservée aux parlementaires. S'en est suivi dimanche une rencontre avec la société civile conduite par Cathy Kalanga. Des rencontres qui présagent de la convocation imminente du dialogue tant attendu. À l'opposition, l'UDPS, parti pro-dialogue, campe toujours sur sa position. Sur les sites de la radio onusienne, le porte-parole de cette formation politique a fait savoir, je cite, « Nous insistons sur le fait que le dialogue qui doit se tenir, c'est ce dialogue qui se conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba et 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Fin de citation. Les anti-dialogues, eux, ne se disent pas prêts à mettre de l'eau dans leur vin. Lors de la clôture de sa convention vendredi dernier, la dynamique pour l'unité de l'opposition a été catégorique. Non au dialogue piège, non au glissement. Respect strict de la Constitution. Les semaines, ou mieux le jour qui s'annonce, seront déterminants quant à la suite à donner au dialogue et par ricochet au processus électoral en République démocratique du Congo. Un récit de Guilain Kabalondi. Le dialogue inclusif en République démocratique du Congo continue de gagner des adeptes, à l'instar de la mission onusienne pour la stabilisation du Congo qui, au cours de sa traditionnelle conférence de presse, apprécie cette rencontre qui aura l'emprise sur l'harmonisation des vues pour des élections apaisées en terre congolaise. La MONUSCO apprécie le prochain dialogue inclusif en République démocratique du Congo. La mission onusienne soutient cette rencontre congolo-congolais qui permettra d'harmoniser les vues pour des élections transparentes et crédibles. Au niveau des Nations Unies, nous saluons cette initiative, mais nous considérons que le dialogue national va être un processus crédible, mais aussi inclusif, mais qui doit toutefois respecter les délais constitutionnels, parce que vous savez, à travers ce dialogue national, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que les divergences soient aplanies, que les questions d'importance soient posées et que les discussions permettent d'aller vers des élections qui seront transparentes et éviter les violences électorales en période électorale ou les violences post-électorales. Quant aux derniers affrontements à Lubumbashi entre la police et les militants de l'UNAFEC, la mission onusienne déplore l'usage des balles réelles par les agents de l'ordre. La MONUSCO est bel et bien informée de tels incidents qui se sont produits hier à Lubumbashi au siège de l'UNAFEC. Évidemment, comme vous le savez, nous déplorons l'usage des balles réelles qui ont été utilisées au cours pour contrôler cette manifestation-là, cette foule de manifestants plutôt. Et nous demandons tout simplement aux forces de l'ordre de manière très générale de pouvoir contrôler ces mouvements-là sans faire usage de balles réelles.
car ceci est potentiellement dangereux. La rencontre de ce mercredi avec la presse était une occasion pour le général Carlos dos Santos Cruz, qui quitte la mission, de faire un au revoir. Après plus de 2 ans à la tête de la force de la MONUSCO, le général Santos Cruz s'en va en rendant un hommage aux personnes et aux organisations qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie en République démocratique du Congo. Le fichier électoral de la République démocratique du Congo est quelque peu biaisé, voulais-je dire. C'est en tout cas ce qu'ont fait savoir les experts de la francophonie à l'issue de la présentation samedi du rapport final de l'audit du fichier électoral. La mission fait également observer que 8 millions de nouveaux électeurs doivent être enregistrés et 1,5 million sont décédés, d'où cette série de recommandations. Beaucoup de faiblesses ont été relevées dans le fichier électoral de la République démocratique du Congo. Le rapport final de l'audit de ces fichiers présenté jeudi à Kinshasa par la mission de la délégation générale à la francophonie est accablant. Ce document fait remarquer notamment que sur un échantillon de 10 millions d'électeurs choisis au hasard, les auditeurs avaient détecté près de 800 000 doublons, 1,5 million d'électeurs décédés et 8 millions de nouveaux majeurs à enregistrer. D'où ces recommandations des experts de la francophonie. La mission de l'EIVF recommande à la CENI entreprendre les réformes nécessaires permettant d'aboutir à un fichier électoral inclusif, intégrant les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans. Au chapitre des réactions, la majorité présidentielle revient sur sa proposition, celle de l'organisation d'un recensement général. Le fichier électoral congolais est quelque peu biaisé, il est corrompu, il faut donc des réformes, il faut un recensement général, il faut un enrôlement, il faut corriger tout ce qu'il a dit sur base justement des éléments du fichier qu'il a trouvé ici, 30 millions d'inscrits, et cela, je crois que ça devrait être avant d'aller aux élections. Dans le camp opposé, la question du recensement général continue à énerver ses membres. Joint au téléphone, l'opposant Ingele Ifoto propose d'autres recettes. L'organisation des élections. L'OIF nous dit ceci. Les élections peuvent être organisées dans le délai constitutionnel parce qu'elle estime qu'après l'audit, ces fichiers est suffisant. Il lui reste seulement le travail maintenant. Ce qu'on nous recommande, c'est 3 opérations. La première, c'est l'enrôlement des nouveaux majeurs. La deuxième opération, c'est radier tous les morts. Et la troisième opération, c'est le dédoublement. Donc, le recensement et l'enrôlement sont 2 procédés tout à fait différents. Pour couper la poire en 2, la commission éducation civique électorale propose le dialogue, car, d'après l'Œil du ciel, la classe politique est responsable des faiblesses relevées. Il est important qu'aujourd'hui, les politiques qui, eux d'ailleurs, ont eu à torpiller le processus électoral, la majorité, avec ses enjeux en termes de stratagème, l'opposition, avec tout ce qu'il y a eu comme contestation déjà avec la CENI existant avec l'abbé Malo Malo, ont eu à créer du retard au processus électoral. Nous avons établi effectivement que la responsabilité était entièrement partagée. À ce stade, la CENI en recomposition ainsi que les parties prenantes au processus électoral sont donc appelées à mettre de l'eau dans leur vin pour aboutir à un processus apaisé et accepté de tous. Autre chose, la République démocratique du Congo adopte un nouveau modèle de passeport biométrique avec puce. Ce document, beaucoup plus sécurisé, fiable et rapide, a été présenté mardi au ministère des Affaires étrangères et le premier type a été remis au chef de l'État, Joseph Kabila. Les détails avec Guilain Kabalundi. Sécurité, fiabilité et rapidité caractérisent le nouveau système de personnalisation de passeports biométriques avec puce que se dote la République démocratique du Congo. Un document dont l'avènement avait été projeté en 2014 et qui se concrétise en fin 2015. Le nouveau passeport est électronique. Cela signifie qu'il contient une puce électronique stockant toutes les informations concernant la personne qui voyage, la personne détentrice du passeport. Sur cette puce, on a votre date de naissance, votre identité, tout est sur cette puce électronique. Et elle peut être lue électroniquement par la machine. Il est aussi biométrique. On sait qu'il contient les empreintes digitales du porteur du passeport. Prenons les empreintes et les comparer dans la base de données pour ne pas obtenir des doublons dans la base de données. La même personne n'aura qu'une seule identité, c'est celle qui l'a donnée la première fois.
D'après les autorités, la RDC amorce la délivrance de ce passeport sécurisé pour offrir des garanties aux émigrations internationales. Au-delà d'un certain délai, il deviendra difficile pour les voyageurs qui ne détiennent pas ce type de passeport de voyager. Aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde, ça s'est passé avec beaucoup de pays européens qui ne pouvaient plus voyager aux États-Unis s'ils n'ont pas le nouveau passeport électronique. C'est question de sécurité internationale, bien sûr. Cependant, l'implantation et les déploiements du nouveau système de personnalisation de passeports biométriques à puce devront se dérouler progressivement, au requérant de ne pas se faire de soucis. Les passeports actuellement en circulation demeurent valables jusqu'au temps que faire se peut à leur expiration et qu'ils seront remplacés par les passeports à puce au fur et à mesure que ceux qui les détiennent en feront la demande. Le premier passeport de ce type a été remis au chef de l'État Joseph Kabila lors d'une cérémonie au ministère des Affaires étrangères. Même si le prix de ces nouveaux documents n'a pas été indiqué, le ministre Raymond Tshibanda rassure. Ici, là, on précisera le prix du passeport et tout cela. Ne vous effrayez pas. Le gouvernement tiendra à ce que le prix reste dans des proportions convenables. À noter qu'avec ce nouveau système, l'RDC se conforme aux règles de sécurité édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et permet aux Congolais de voyager normalement. Parlons développement durable avec la réunion du groupe thématique gouvernance économique présidé par le ministre des Finances Henri-Yves Moulang. Une rencontre qui vise à rétablir la confiance, la transparence dans la gestion des ressources naturelles et l'amélioration du climat des affaires. Ces hommes et femmes ont participé à ce séminaire atelier de 2 jours axé sur la mise en œuvre du protocole sur la finance et l'investissement en RDC. Ils se sont fixés comme objectif l'atteinte d'un niveau égal de développement pour mettre en place une zone économique commune avec une monnaie unique et une banque centrale. La RDC peut donc se taper la poitrine. Elle dispose des cadres compétents dans la mise en œuvre de ce protocole. Nous pouvons nous satisfaire des résultats obtenus parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre de réalisations et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons constater que notre pays fait partie des États qui sont de plus en plus convoités par les investisseurs. Des recommandations, il y en a eu pour l'évaluation de projets réalisés. Le suivi du protocole exige la création d'un comité national en charge de sa mise en œuvre, comme cela est d'application dans beaucoup de pays membres de la SADC, conformément aux prescrits du protocole lui-même. Les participants sont appelés au respect des différents concepts méthodologiques devant produire les statistiques macroéconomiques conformément aux différents domaines d'action du secteur financier dans la sous-région. Un reportage de Gabriel Mikumbu et Gloria Chikaya. Rendons-nous au Congo voisin. C'est sous une note de satisfaction que se sont déroulées les prestigieuses rencontres sur l'aviation des assises qui étaient placées sous le thème « Cieux ouverts, croissance par la compétition et la collaboration des acteurs et opérateurs économiques des transports aériens » restent optimistes quant à l'essor de l'industrie aérienne en Afrique. Fezamika. Les cieux africains, atout majeur et potentialité non négligeable pour le boom économique du continent. Il était question de l'avenir de l'industrie aérienne à la 47e Assemblée générale annuelle de l'AFRA, organisée par la République du Congo via sa compagnie nationale d'aviation ECAIR. Thème choisi, cieux africains, croissance dans la compétitivité et la collaboration. Ce sujet a fait l'objet des discussions entre environ 300 participants, parmi lesquels 35 compagnies d'aviation d'Afrique réunies au stade de la Concorde de Kintélé à Brazzaville. Pour le chef de l'État de la République du Congo, au-delà des efforts conjugués jusqu'ici et des résultats escomptés dans ce secteur, l'unité se veut le maître mot de l'Association de l'aviation africaine, condition pour mettre fin aux grands maux qui gangrènent encore ce secteur. L'un des grands mérites de votre association, c'est d'avoir compris, à l'instar des pères fondateurs de notre organisation politique continentale, que l'union fait la force
et que dans votre secteur d'activité, le salut réside dans la nécessaire solidarité, dans l'indispensable mutualisation et l'incontournable synergie. La problématique de la libéralisation des cieux africains reste cependant le grand bémol pour l'éclosion de l'industrie aérienne. Cette question semble à l'issue des travaux trouver une réponse. Les panélistes satisfaits de la qualité de travaux restent optimistes et attendent surtout l'engagement des gouvernements africains. Les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé en janvier 2015 d'aller vers une ouverture du ciel africain à l'horizon de 2017. Donc cela implique que les compagnies aériennes que nous sommes doivent être préparées. Vraiment, je retiens de cette Assemblée 47e une avancée notable. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Les deux meilleures décisions, c'est ça. Libération totale de l'addition de Yamoussoukro pour tous les États. Inviter toutes les compagnies à coopérer pour un avenir meilleur. On pourrait partager les dépenses par des représentations communes et on rentabilisera nos compagnies. Il faut dire que l'organisation par la Compagnie nationale de la République du Congo, ECAIR, de la grande messe de l'aviation africaine, est à inscrire dans l'actif des réalisations de cette jeune compagnie africaine qui, en 4 ans d'existence, a su se confirmer sur le marché international. La 47e Assemblée générale de l'AFRA, dont ECAIR a assuré pendant une année la présidence, se veut un signal fort de son engagement au changement positif et déterminant de l'aviation africaine. 4 ans après sa création, ECAIR, c'est plus d'1 million de passagers transportés, 7 avions, 600 collaborateurs, 12 destinations domestiques, régionales et intercontinentales desservies au départ du hub de Brazzaville, apportant ainsi une contribution positive à l'aviation africaine. Les regards sont donc désormais rivés vers le Zimbabwe qui a pris les rênes de l'AFRA. La 48e édition se tiendra en novembre prochain. Entre-temps, la matérialisation de ces différentes recommandations, dont la dotation d'une bonne politique aéronautique africaine pour sa libération totale, est de mise. Revenons à Kinshasa et pour terminer, la semaine est aussi riche en actualités sanitaires. Je vous propose de suivre ce dossier de votre rédaction avec Cédric Ebondo. J'avais une sorte de trouble urinaire et je pouvais parfois uriner jusqu'à plus de 7 fois par jour. C'est ainsi que je me suis rendue à l'hôpital pour le test des glycémies et le résultat a été relevé positif. Voilà le témoignage d'une femme battante qui lutte depuis 2 ans avec son diabète. Selon le programme national de lutte contre cette pathologie, environ 11% de l'ensemble de la population est affectée par le diabète. Un problème majeur de santé publique, notamment favorisé par une certaine ligne de conduite, troublant la production de l'insuline, une hormone régulatrice du taux de sucre dans le sang. On parle alors de diabète de type 1 et de type 2. Et parmi les symptômes, plusieurs signaux d'alarme peuvent apparaître. Les plus fréquents, qui sont la boisson abondante, le patient boit beaucoup d'eau, il urine beaucoup, les mictions sont abondantes bien sûr, et il maigrit et il a une faim intense. Mais diagnostiqué en retard, le diabète peut conduire à certaines complications pouvant amener jusqu'à l'aveuglement et l'amputation de la jambe. Pourtant, tout ceci peut être évité notamment à travers une hygiène de vie. Il faut éviter de grossir de façon anormale, il faut éviter de manger des repas copieux, il faut éviter de prendre des boissons sucrées en abondance, il faut donc manger équilibré et des petits repas fractionnés dans la journée, ça peut prévenir le diabète. Voilà, donc il y a des facteurs qui sont évitables. Les heures de repas doivent être respectées, donc il faut manger des repas dans la journée au moment où on est en mesure parce qu'on mange pour pouvoir avoir les calories, pour pouvoir travailler. À côté du diabète, la pneumonie aussi guette la population, surtout les plus jeunes. De par leur vulnérabilité, les enfants sont les plus exposés à développer la pneumonie. En République démocratique du Congo, les chiffres indiquent que près de 87 000 enfants de 0 à 5 ans meurent chaque année des suites de cette maladie,
par manque d'informations. L'ignorance, c'est le cas de la mère de 7 enfants trouvés dans cette institution hospitalière. Je ne comprenais pas ce qui arrivait à mon enfant. Il faisait des fortes fièvres et respirait difficilement. Je suis vite venue à l'hôpital pour une transfusion. Après la consultation, le médecin m'a dit qu'il souffre de la pneumonie. Trois grands facteurs parmi ceux favorisant la survenue de la pneumonie, d'où la nécessité de faire attention. Donc il y a les questions environnementales, principalement la fumée, et surtout la fumée à l'intérieur des domiciles. En dehors de ça, il y a le froid, donc le refroidissement, dans tous les sens. Les enfants des grandes villes, ils prennent beaucoup de choses glacées. Les congélateurs, les frigos, les yaourts frais. Donc, toutes ces choses-là refroidissent les voies respiratoires et ça excite la survenue de ces maladies. Mais il y a également la poussière. Le vaccin serait un atout majeur dans la lutte contre cette maladie, mais des pratiques simples à accomplir peuvent également concourir à l'éradication de la pneumonie, telles que l'aération de la maison, la protection stricte des enfants contre la poussière et la fumée. Mais en cas d'apparition des symptômes, il faudrait donc se rendre au centre de santé le plus proche. Car tôt la pneumonie est détectée, mieux, une meilleure prise en charge sera assurée. Lundi 9 novembre 2015, 18 cas de rougeole ont été signalés dans les zones de santé de Muyumba, Kalambaye et Ngandajika. Après plusieurs années de dépendance à la zone de santé de Karisimbi en ville de Goma, le territoire de Nyiragongo dans cette province du Nord Kivu dispose désormais d'une zone de santé autonome. Une autonomie. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bon-tv.com. Nous partageons la douleur du peuple français meurtri par les actes terroristes et nous en profitons pour souhaiter également un heureux anniversaire à tous les natifs du 16 novembre, à l'instar de Papi Mboma, présentateur de l'émission Buan Musique.